Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, courtier immobilier commercial chez PMML et je suis en présence de M. Jean-François Bigra, qui est propriétaire immobilier d'au-dessus de 500 portes aujourd'hui. Alors, bienvenue. Merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation pour une petite entrevue. Donc, pouvez-vous juste rapidement nous parler un petit peu de votre parcours immobilier jusqu'à présent? Oui. Moi, je voulais être propriétaire immobilier. C'est ce que je voulais faire dans la vie. Mes parents étaient courtiers. Une chance de courtage, mais je ne l'utilise pas. Et puis, je me disais, je vais être propriétaire un jour. Ça a l'air intéressant. Donc, j'ai fait mes études avec un bac en administration générale avec un certificat en études urbaines. OK. Je commençais à travailler pour Royal Lepage en 86 dans le département de gestion immobilière. OK. Il y en avait un à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a un aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait un. Donc, j'ai commencé comme adjoint administratif. Moi, je voulais juste rentrer dans la boîte. Tranquillement, pas vite, j'ai gravi les échelons. Je suis devenu rapidement gestionnaire immobilier. Et puis, j'étais un peu insécure. J'ai continué à parfaire ma formation en devenant Certified Property Manager. Real Property Administrator aussi. Donc, c'est les deux désignations en gestion immobilière. Évidemment, je faisais du commercial à l'époque. Donc, on administrait des propriétés sur la Rive-Sud, à Boucherville puis à Brossard. Et puis, ensuite de ça, au fil en aiguille, j'ai changé de compagnie. Puis à un moment donné, je me suis ramassé chez CN Immeubles. Et là, c'était toujours en commercial. C'était 2 tours à bureau, spécifiquement le 1100 et le 1060 Université, qui s'appelle maintenant René Lévesque. Et puis, j'étais encore un petit peu insécure pour mon éducation. Donc, je suis allé faire un MBA. Un MBA pour cadre en exercice à Concordia. Puis, mon sujet de recherche était sur le loyer net effectif. Donc, des valeurs actuelles nettes. Fait que je me suis amusé avec ça. Puis, à un moment donné, le CN, à une époque, a réduit ses effectifs. Et puis, ils sont arrivés à mon an immobilier, puis ils m'ont fait un package, que je suis parti. Et puis là, je suis parti à mon compte. Donc, c'était dans les années 90. Pour ceux qui s'en souviennent, mais les années 90, on t'aurait donné de l'immobilier, tu te serais tassé. OK. C'était comme ça. Hein? C'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ça n'avait pas la perception ni la valeur qu'on lui donne aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, je suis allé travailler au Maroc. Oui, pour une compagnie qui s'appelait Profac. Et ils avaient un contrat pour démarrer les 2 grandes tours au centre de Casablanca. Bon, c'est ceux qui sont allés à Casablanca. Il y a 2 grandes tours, les Twins. J'étais là pour les démarrer. Puis après, je suis revenu. Et puis, en même temps, je faisais l'acquisition de mon premier immeuble. En fait, j'avais acheté déjà une maison en 86, quand j'avais 24 ans. Mais ça, j'avais une maison, mais je la louais à Saint-Bruno. Et puis là, il y a quelqu'un, en 90, les gens se débarrassaient de l'immobilier. Et puis, j'avais pu acheter un immeuble, justement, avec une balance de prix de vente. Donc, Un immeuble à revenu? oui, un 50 logements dans le plateau. OK. Vous n'avez pas commencé petit. J'ai eu une opportunité. Pour Oui, j'ai été vraiment chanceux. Comme ça, des fois, dans la vie. Et puis, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, j'ai continué à faire des contrats à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé pour Travaux publics à un moment donné. Et puis, avec un ami d'enfance, à un moment donné, on s'est mis à se parler. Puis, on s'est dit, on va investir ensemble. Et à ce moment-là, on s'est mis à acheter des propriétés. Notre spécialité, c'était des 1,5, 2,5. Plateau Mont-Royal, Rive-Sud, Longueuil. Donc, des quartiers pas nécessairement faciles, des clientèles peut-être un peu plus difficiles aussi, mais avec un roulement. Donc, c'était toujours intéressant. Ça nous permettait d'améliorer les logements, d'augmenter les loyers. Et puis, c'est une clientèle, quand même, avec laquelle moi, je suis très habitué. Donc, mais il ne faut pas avoir peur de la pauvreté, il ne faut pas avoir peur des gens qui ont des fragilités de toutes sortes. Mais ça a été, je dirais, une bonne école. Et puis, on a toujours ces immeubles-là. OK, jusqu'aujourd'hui, vous avez gardé ces Oui, immeubles-là. pas le premier, pas le tout premier, mais OK. on a fait des ventes aussi, on en a vendu. En fait, on est sorti du marché de Montréal. OK. On est strictement à Longueuil avec 200 logements, 300 à Lennoxville, puis on en a 300 en construction à Candiac en ce moment, pas loin de la gare. Très impressionnant, votre parcours immobilier. Vous avez commencé très, très gros, 50 logements, puis aujourd'hui, vous êtes à 500 plus 300 en construction. Avec votre expérience actuellement, puis bien évidemment, vous êtes un investisseur immobilier. Comment est-ce que vous avez vécu l'an 2022-2023? On sait bien évidemment qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, la hausse des taux d'intérêt. Quelle était votre position, puis comment est-ce que vous avez vécu ça? Si on parle de taux d'intérêt, on a eu quelques frustrations parce que on a fait des renouvellements à un moment donné où la SCHL était comme en panne.
C'est-à-dire que les délais étaient très, très longs. Puis là, on voyait les taux augmenter de mois en mois, puis ça leur prenait du temps pour arriver à conclure les dossiers. On y est arrivé. Mais, je vous dirais, et nous, les hypothèques, quand même, on a refinancé confortablement, ce qui nous a permis de faire d'autres projets. Donc, effectivement, nos hypothèques étaient quand même assez élevées. Fait que, je dirais, on a des... Tu sais, les hypothèques doublaient. Fait que, on fait du cash flow négatif un peu depuis un certain temps. Bon, ça fait partie de la vie, là, puis on est capable de le supporter, mais c'est pas des gros cash flows négatifs, mais ça fait partie d'être dans un cycle immobilier où on a bénéficié quand même des refinancements aussi, là. Oui, effectivement. Donc, Mais un peu frustrant, tu sais. avez-vous quand même continué d'être actif sur le marché? Avez-vous continué à investir ou avez-vous, tu sais, un petit peu comme tout le monde, tu sais, tout mis en pause? Comment est-ce que vous avez vu ça en termes d'investissement? Bien, en fait, on n'a pas racheté parce qu'on trouve que les ratios sont pas bons. OK. Peut-être qu'on était un peu plus vieux aussi, fait qu'on veut plus de cash flow. Et on a investi dans nos propriétés. Donc, nos propriétés, nous, ils sont A1, là. OK. Fenêtres, plafond, chaufferie, tout est fait, là. OK. Fait que vous étiez en mode gestion de vos immeubles actuels. Mais il y avait toujours le projet de construction aussi. OK, oui. Prendre de l'énergie aussi. Et vous avez débuté votre projet de construction à partir de... Ben là, ça fait au moins... On avait déjà fait les stationnements l'année passée. OK. Ça fait quand même un moment que Là, on est en train de sortir de terre, là. OK. Donc... Et parlant de ratios, quels sont les ratios, justement, que vous regardez pour faire des investissements, les indicateurs de marché? C'est quoi le plus important pour vous? Qu'est-ce qui vous permet de savoir que c'est vraiment un bon investissement? Bien, on a souvent acheté des propriétés qui étaient en détresse, donc des gens qui avaient des problèmes. Donc, ça nous permettait d'avoir des ratios, tu sais, des ratios de couverture de dette qui frôlaient le 2, 2,5, ce qui est quand même énorme. Donc, du cash flow. Ça nous prend du cash flow pour gérer des 1,5, 2,5. On n'a pas le choix. Rotation, réparation. Puis souvent, c'est des propriétés qui ont été un peu délaissées parce que les propriétaires perdaient le contrôle. Donc, c'est des ratios qu'on ne retrouve pas en ce moment. Fait qu'on est un peu froid dans le marché. On regarde ça et on dit, bon, on va gérer efficacement. On va bénéficier des hausses de loyers qu'on peut avoir en ce moment avec la pénurie. Fait qu'on retape nos logements, on augmente nos loyers progressivement. OK, donc je dirais que vous êtes toujours en observation du marché jusqu'à temps que vous puissiez atteindre les ratios avec lesquels vous êtes confortable en termes d'investissement. Ouais. Mais on peut peut-être dire aussi qu'actuellement, c'est quasi impossible de trouver les ratios que vous recherchez pour investir. Oui. Des fois, je me dis que je suis rendu trop vieux, peut-être, je sais pas. Non, vous savez quel type d'investissement fonctionne pour vous. Vous connaissez les chiffres. Ouais. Donc, parce que vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Donc, je pense que c'est peut-être plutôt pour ça. Je vais passer un petit peu à une autre question par rapport au logement. Qu'est-ce que, selon vous, vous permet de louer un logement plus cher? Est-ce qu'il y a des critères, certaines choses qui permettent d'aller chercher une valeur ajoutée en termes de valeur locative, aller chercher un 50, 100 $ de plus, que ce soit l'Internet, que ce soit une entrée laveuse-sécheuse, est-ce quelque chose de spécifique que vous pourrez nous dire que ça nous permet vraiment d'aller chercher beaucoup plus en termes de valeur locative? Mais en ce moment, dans un marché vraiment très favorable. Effectivement. Donc, on n'a pas besoin de faire grand-chose en réalité. OK. Je pense que l'Internet, ça peut être intéressant. OK. Peut-être fournir des services comme l'Internet, le câble, on sait que ça s'en va, là, mais un bon service d'Internet, je pense que ça peut peut-être aller chercher une bonne valeur. Mais réellement, en ce moment, il y a tellement de pénurie, puis ça va s'accentuer, là. On a un beau programme d'immigration au pays qui fait que les pressions sont énormes sur le marché, puis le marché n'était pas prêt à l'absorber. Donc, en réalité, en ce moment, c'est un peu facile. Pas trop besoin d'être créatif, disons, Non. pour louer les logements actuellement. Non. Mais là, il y a une autre question qui me vient en tête, parce que là, vous faites un gros projet de construction actuellement de 300 portes. Pour la construction neuve, y a-t-il des critères auxquels vous avez pensé pour la construction qui vont venir justement vous permettre d'aller louer plus cher là? On est dans un autre marché, Ouais. c'est tout un autre type de clientèle qui va être
locataires dans ces immeubles-là. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des choses dans la construction neuve que vous regardez en termes de construction pour aller chercher de la valeur locative ajoutée? On était chanceux, on est près de la gare. Donc, je pense que les transports en commun, OK. tu sais, quand on a toujours dit que l'emplacement en immobilier, location, était une clé, ça demeure de tout temps. Donc, le transport en commun, surtout dans un lieu en banlieue, ça devient très intéressant. Bon, les gens ne sont pas retournés au bureau, je ne sais pas s'ils vont y retourner, mais ça donne de la mobilité aux gens d'avoir des transports en commun très proches. Donc, ça, c'est un facteur. Puis, en termes de créativité, ça te prend une piscine, ça te prend un gym, ça te prend l'Internet, des salles qui puissent faire du coworking. Parce qu'on réalise, au pied carré, peut-être que les gens vont peut-être avoir des logements moins spacieux que ceux qui ont été construits il y a 40 ans, ça c'est sûr. Mais les gens travaillent de la maison, donc ils ont besoin d'un espace peut-être pour plus être juste dans la maison, travailler puis vivre dans la maison tout le temps, c'est peut-être pas bon pour la santé. Donc avoir des beaux espaces où les gens peuvent aussi aller faire des petites réunions, faire des Zooms, et puis travailler à leur ordinateur au-delà que dans leur maison, dans leur bureau qui sont aménagés ou sur la table de cuisine. Donc, je pense que c'est des facteurs qui sont importants. C'est vrai qu'on voit de plus en plus ça dans les grosses tours, surtout des espaces ou des espaces d'activité ou des espaces bureaux comme ça. Ça permet aux gens de sortir de chez eux, comme vous avez dit. Oui. En termes, oui. Un autre petit détail. Un truc comme une auto dans un immeuble où il y a des autos qui sont disponibles. Surtout si on a le transport en commun qui n'est pas loin. Donc, quelqu'un pourrait théoriquement voyager en ville en prenant le train, revenir, puis il a besoin de faire ses emplettes, aller quelque part. Il y a des autos disponibles dans l'immeuble, comme une formule, comme une auto. Je pense que là, ça réduit le coût du locataire, qui n'a pas besoin de payer pour une auto, l'assurance, l'entretien et s'en soucier. Donc, il y a peut-être cet aspect-là sur lequel on travaille en ce moment pour voir, on va sans doute en intégrer, mais combien on va en intégrer. Et ça nous fait sauver en espace de stationnement à construire aussi. Bon, on a des ratios à respecter pour la ville, mais là, ça m'en donne, pour ceux qui en ont peut-être 2, on aura peut-être plus de place. OK, très intéressant. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce concept-là, mais c'est une... Le ratio en ville, c'est une voiture en partage te sauverait 6 places de stationnement. Ce serait la théorie. Bon, je ne sais pas comment ça s'applique en banlieue, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Ça va être des critères différents en banlieue. C'est ça. Et puis, en termes de... Je vous demande ça comme ça, mais en termes de finition, est-ce que des comptoirs en quartz, ça va venir ajouter de la valeur locative? Est-ce que, tu sais... On compétitionne dans un marché de neuf. Okay. Donc, on est toujours standard condo locatif. On voit le mot partout. C'est le buzzword, mais c'est vraiment ce que c'est. Ça fait qu'on arrive vraiment avec des qualités condominium, là. C'est vraiment ça qu'on fait. Des qualités supérieures. Fait qu'on ne parle pas de qualité standard. Non. Okay. Tu sais, des électros stainless, les 5 électros, la clim, tout est inclus avec Internet. Là, il y a le débat à savoir si on inclut l'électricité ou pas. Fait que ça, c'est une discussion qu'on a entre partenaires à savoir comment on fait notre pricing. Parce que l'électricité, si on veut économiser de l'énergie, je crois que la facture, il faut qu'elle aille au locataire. Et là, il va être plus plus attention. On va être plus précautionneux avec l'usage de l'électricité. Alors que dans nos autres immeubles, les petits 1,5, 2,5, on fournit l'électricité, on fournit le chauffage, on fournit l'eau chaude. Mais dans ce cas-là, où c'est des plus spacieux, c'est à considérer. Là. Donc, on est en train de discuter, on est en train de réfléchir à ça. OK. Et puis, comment est-ce que vous voyez le futur en ce moment, le futur immobilier? Peut-être, juste si on veut parler à court terme cette année pour 2024 et peut-être, disons, dans les 5 années à venir, qu'est-ce que vous pensez? C'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal, mais selon vous, votre expérience, vous êtes dans l'immobilier depuis très, très longtemps. Donc, vous connaissez un petit peu les cycles économiques, puis qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que le futur immobilier nous réserve à court terme et à long terme? Mais je pense qu'on a encore des années en or devant nous parce que on est en train d'accroître la population au Québec. Donc, si on fait ça, il faut les loger. On n'a pas le choix. Donc, peu importe le type qu'on va trouver, il va y avoir des opportunités. Il y a autant de méthodes de faire de l'immobilier qu'il y a de personnes. Il n'y a pas une recette. Chacun peut avoir une recette et il va être gagnant. Je pense qu'avec l'afflux de la population, les taux d'intérêt vont, je crois, et je l'espère, vont baisser. Ça va donner de la marge de manœuvre aussi. Bon, les coûts de construction se sont restabilisés. On a vu des coûts qui étaient vraiment élevés, pandémie, un peu post-pandémie. Là, on sent que les coûts se normalisent un peu plus vers le bas. Il reste quand même qu'il y a de l'inflation parce que les gens
on améliore la qualité de vie des ouvriers, des gens, donc il faut que les salaires augmentent aussi. Donc, on a tout un petit peu d'inflation qui fait qu'effectivement, on doit voir à ces coûts-là qui augmentent aussi. Donc, mais overall, je pense qu'on est dans des zones qui sont quand même très bonnes, encore pour un bout de temps. Jusqu'à temps qu'on puisse résorber cette crise, puis ce manque de logement. Oui, effectivement, je suis d'accord. Je pense que j'ai un petit peu la même lignée de pensée que vous. On voit déjà que les taux ils ont baissé depuis le mois de novembre jusqu'à présent. Ça fluctue pas mal, mais ça a quand même baissé. Et puis, on espère fortement que ça va continuer à baisser. Comme ça va permettre justement de subvenir au manque de logement et tout ça. Ça va permettre aux constructeurs de développer leurs projets et tout ça. Oui. Il va falloir, je crois, qu'il y ait au niveau politique un désir plus profond aussi de régler ces situations-là, en mettant vraiment des experts, puis en regardant ce qui se fait bien ailleurs. Parce qu'il y a toutes sortes de systèmes qui se passent ailleurs, qui sont financés par les gouvernements et qui fonctionnent très, très bien. Vous parlez ailleurs, en dehors du Canada? Oui, OK. on peut. Je parlais justement avec quelqu'un ce midi en Norvège. Il y a il y a d'énormes coopératives de propriétaires. Donc, pas juste locatifs, mais de propriétaires. OK. Il y a des modèles en France aussi. Tu as des OBNL comme à Paris qui détiennent jusqu'à 200 000 logements. OK. Oui, donc il y a moyen de structurer ça et de faire fonctionner parallèlement au secteur privé des systèmes parallèles qui sont publics ou parapublics. OK. Non, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de système pour les propriétaires. Parce qu'on parle souvent de Vienne, mais Vienne, ça fait peut-être 100, 150 ans que le système est installé. Donc, la ville est la plus grande propriétaire immobilière. Mais là, c'est un modèle qu'on ne peut pas établir là. Nos prix sont déjà élevés. Donc, il aurait fallu commencer plus tôt. Mais tout ça pour dire qu'il faut regarder ailleurs. Il y a beaucoup de créativité au niveau de l'habitation parce que le coût du logement, la pénurie de logement, ça ne se vit pas juste chez nous. Ça se vit ailleurs aussi. Effectivement. Il y a beaucoup de logistique aussi, je pense, pour pouvoir mettre ce type de système en place. C'est très, très sophistiqué. Ça doit être très, très sophistiqué pour que ça fonctionne comme il faut. Je voulais vous demander également, vous avez commencé un petit peu en immobilier. Vous avez dit que vos parents étaient courtiers dans le temps, mais... Ils vendaient des maisons. Ils vendaient des... OK, c'était du résidentiel. Mais vous avez commencé à quelque part. Si vous pouvez donner un conseil à quelqu'un qui veut commencer prochainement ou qui regarde à commencer en immobilier pour investir, quels seraient les conseils que vous donneriez, vous donneriez à vous-même, disons, peut-être, il y a quelques années, quand vous avez débuté en immobilier? Bien, je pense qu'il faut commencer avec des projets qui sont abordables, avec lesquels on peut façonner notre savoir. Donc, j'ai commencé avec des maisons. Après ça, bien, je les ai vendus. Là, je suis passé à d'autres types d'immeubles. Donc, c'est vraiment de grossir. Puis plus tu es gros, plus tu as de personnel pour t'aider. Donc, ça facilite la tâche aussi. Mais puis, il va falloir prendre du risque à un moment donné. Il faut se retrousser les manches aussi pour pouvoir... Il faut savoir comment... Tu sais, tout ce que mes ouvriers font, je sais comment le faire. Okay. Mais moi, je suis manuel. Donc, mais je pense qu'il faut apprendre des choses pour pouvoir le faire. Parce que si on fait toujours faire au début, ça nous coûte plus cher. Effectivement. Je pense que c'est plus l'ancienne école. Tu sais, vous savez faire tout ce que vos ouvriers font aujourd'hui. Ouais. Mais je dirais, tu sais, dans la nouvelle génération, peut-être dans ma génération aussi, c'est peut-être quelque chose qui est moins commun. Souvent, on ne va pas savoir comment faire les choses qu'on voit, que vos ouvriers font, que nos ouvriers font dans l'immobilier. Donc, un conseil, ça serait vraiment de savoir nous-mêmes comment exécuter des tâches que nos ouvriers font. Parce que quand tu commences, mettons, tu commences avec une maison, tu apprends changer des robinets, changer des cartouches, changer une toilette, réparer des trous, faire de la peinture. Puis après ça, même, tu vas peut-être te trouver un sixplex. Puis là, tu apprends comment ça fonctionne dans le sixplex. Puis à un moment donné, tu espères grossir peut-être un 30, un 40 logements. Puis à un moment donné, ça ne demande pas nécessairement énormément plus de mise de fonds. Puis là, tu vas aller grappiller. Tu vas demander des balances de prix de vente. Tu vas peut-être demander à tes amis. Moi, ma famille n'avait pas d'argent, ça, je ne vais pas leur demander d'argent. Ou tu vas trouver un associé temporaire qui, lui, a de l'argent. Ou elle a de l'argent. Hein? OK. Et puis il faut vraiment se débattre. Oui, il faut se débattre un peu. Il y a peut-être des marchés aussi, tu sais, on parle toujours de Montréal. Effectivement, c'est un marché qui est dense, qui opère, mais il y a des marchés périphériques aussi,
Comme nous, on travaille beaucoup sur la Rive-Sud. Mais il y a la Rive-Nord. Il y a des lieux comme Drummondville, Victoriaville. En ce moment, il y a eu un déplacement des populations vers d'autres zones. Il y a peut-être des opportunités là où les prix sont peut-être moins chers, les ratios sont peut-être plus intéressants. Il ne faut pas avoir peur peut-être de se délocaliser. Puis avoir une belle qualité de vie aussi en même temps. Donc, regarder plus loin pourrait être un bon conseil aussi. Peut-être, oui. D'aller voir dans les régions où tu as des beaux terrains de jeu, tu as des lieux magnifiques aussi. C'est des très bons conseils. Merci, M. Bigras, pour la belle information, le bel échange qu'on a eu aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Je pense que tout le monde pourrait apprécier vos commentaires, votre opinion, puis de bénéficier de cet échange et d'en savoir un petit peu plus par rapport au parcours d'un propriétaire immobilier qui est un petit peu... qui ne fait pas partie d'une grosse compagnie, quoi que ce soit. C'est toi et ton partenaire seulement. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci pour ton invitation, Maria. C'est un plaisir renouvelé.